Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour un update lecture. Ça va être le premier update de l'année. On va parler de mes toutes premières lectures de l'année 2026. Cet update lecture est à l'image de ma vie. A roller coaster. Je vous le dis tout de suite, il y a du coup de cœur intersidéral, il y a d'énormes déceptions. Et je vous propose qu'on commence tout de suite parce que j'ai, je crois, 8 livres à vous présenter. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, j'en ai 5. Mais oui, vous voyez, maintenant j'ai des livres, donc je peux vous présenter des livres comme ça, en physique. Et il y en a 3 que je n'ai plus, soit parce que je les ai empruntés à la bibliothèque, soit parce que je les ai lus sur liseuse. Dans quel ordre allons-nous procéder? Je vais essayer de rentrer très vite dans le vif du sujet parce que 8 livres, c'est beaucoup pour moi, qui parlent un peu trop et qui parlent surtout pour rien dire. Je vais laisser... J'espère qu'on ne le voit pas. Oh, attendez, on l'aperçoit. Je vais laisser le coup de cœur pour la toute fin. Et en fait, on va commencer par ordre chronologique, puis après je vais faire un petit peu ma petite tambouille. Je vous disais dans ma toute première vidéo de l'année que j'ai commencé 2026 avec le dernier tome des Ferrailleurs d'Édouard Carré. C'était une très bonne conclusion à cette saga qui est assez étrange et originale. J'en ai déjà parlé, donc je vais pas trop m'étendre sur le sujet, mais j'avais trouvé que le tome 2 souffrait un peu du syndrome du deuxième tome justement, c'est-à-dire des tomes un peu de transition dans lesquels il se passe pas grand chose, enfin c'était pas mon préféré. Celui-ci a relevé le niveau, je trouve. C'est toujours très agréable à lire, ça se lit très très rapidement, très facilement. C'est agrémenté de très jolies illustrations de l'auteur. La mise en page est hyper agréable, hyper satisfaisante. Enfin, vraiment, je l'ai déjà dit aussi, mais l'objet livre est délectable. C'était une chouette conclusion à cette petite saga qui ne se hisse pas au rang de mes préférés, mais qui a quand même le mérite, comme je viens de le dire, d'être originale, assez inventive. C'est vraiment un chouette moment et je suis très contente parce que la dernière fois que je suis allée à Emmaüs, j'ai trouvé l'Observatoire du même auteur. Donc je vais pouvoir poursuivre ma découverte. C'était une chouette lecture. Ensuite, on va passer rapidement sur 2 lectures que j'ai empruntées à la bibliothèque et que j'ai déjà rendues. 2 lectures qui m'ont pas laissé un souvenir très marquant. D'abord, j'ai lu Galette au miel de Haruki Murakami. Et comme d'habitude avec Murakami, je trouve que ses formats courts sont un petit peu anecdotiques. Et en tout cas, pour ma part, je les oublie aussi vite que je les lis. Vraiment, Galette au miel, ça fait, je sais pas, peut-être même pas 100 pages. Il y a des illustrations aussi. Et je ne me souviens plus de quoi ça parlait. Voilà, je crois que c'est une des histoires de Murakami dans lesquelles il n'y a pas de réalisme magique, si je dis pas de bêtises. Ça parle un peu de la vie, des choix de vie qu'on fait, de la filiation, de l'amour, des relations. J'ai trouvé ça très très sympa quand je l'ai lu, mais c'était début janvier et comme je viens de vous dire... je suis un peu en mode, c'était quoi déjà? Je me rappelle plus. J'ai lu un Déborah Lévy que j'avais découverte l'année dernière avec Bleu d'août, que j'avais beaucoup aimé, que j'avais lu pendant l'été, donc ça s'y prêtait hyper bien. Là, j'ai lu un roman qui se passe encore une fois en été, c'est Sous l'eau. Et j'ai été assez déçue. Encore une fois, c'est une histoire que je trouve assez anecdotique, alors que le résumé de départ me faisait hyper envie, puisque je crois qu'on nous dit que c'est l'histoire d'une famille qui va passer ses vacances sur la Côte d'Azur dans une villa. Et un jour, ils découvrent une femme dans la piscine et on ne sait pas qui c'est, on ne sait pas ce qu'elle veut, on ne sait pas voilà, quelles sont ses intentions. Elle va un peu s'immiscer dans cette famille et ça me donnait des vibes de Elinor de Blackwater. Déborah Lévy, elle a vraiment réussi à capturer l'essence d'un été sur la Côte d'Azur. Je l'ai lu en plein milieu du mois de janvier. C'est pas impossible qu'il neigeait à cette époque-là et pour autant, j'étais en été. J'étais en été, elle a réussi à décrire cette sensation que moi, j'arriverais même pas à mettre en mots
Juste, vous savez, la langueur de l'été, le soleil, les cigales, les petits insectes qui tombent dans la piscine. Enfin, c'est de l'ordre du détail, c'est assez minutieux. Et en même temps, au global, ça retranscrit très 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 bien ce que c'est que l'ambiance d'un été étouffant sur la Côte d'Azur. Et hormis ça, j'ai trouvé que c'était un peu chiant. En fait, ça m'a rappelé mon expérience de lecture, même si ça n'a rien à voir, avec le roman de Siri Hustvedt, le seul que j'ai lu, Tout ce que j'aimais. Tout ce que j'aimais, c'est un roman que j'ai lu quand j'avais, je sais pas, 18, 19, 20 ans à tout casser. Non, je pense plutôt 18 ans. Et ça parle d'histoires d'adultes qui se trompent, qui vivent un peu des galères, avec d'énormes guillemets, parce que dans Tout ce que j'aimais, par exemple, c'est d'énormes bobos, pour ne pas dire des bourgeois, qui habitent New York, qui sont artistes, enfin bref. Et je me souviens que, donc rien à voir avec l'histoire, mais le ressenti que j'en avais eu, c'est que c'est vraiment des livres où je lis ça et je suis genre waouh, c'est ça être adulte, genre c'est ça vos vies, c'est ça votre monde intérieur, c'est ça vos struggles, genre ça pue la merde, vous faites pitié les adultes avec vos problèmes qui n'en sont pas. Et ça m'a un peu fait ça dans Sous l'eau. Il y a une petite vibe, la piscine, avec Alain Delon et Romy Schneider. Je vibe pas du tout avec ce genre de livre qui parle de couple, de fêlure dans le couple, du fait d'être parent, d'être là pour... Enfin, je sais pas. Can't relate. Allez, je vais vous parler d'une suite de sagas. Ça va aller aussi finalement très rapidement puisque j'ai lu Rythme de guerre, le premier volume de Brandon Sanderson. Je ne me souviens pas de l'année où j'ai lu Justicière, enfin le tome d'avant. Je sais plus quand c'était, mais ça date. Et honnêtement, je l'ai un peu ressenti parce que j'étais assez perdue. Je ne savais plus qui était qui, les relations qui unissent les personnages. Et puis là, en plus, on est dans une première partie. Donc ça, c'est pas un tome entier dans la version originale. Il faut que j'enchaîne très rapidement avec le deuxième, sinon je vais encore tout oublier. Mais comme souvent, c'est un petit peu lent au démarrage. Bah évidemment, puisque en fait là, quand tu arrives à la fin de ça, t'es qu'à la moitié du tome que Sanderson a écrit. Donc ça commence à s'accélérer vers la fin et il se passe des dingueries. Mais bon, ça je peux pas trop en dire. Bref, toutes ces lectures d'ailleurs là elles font, enfin toutes ou presque, non pas toutes, mais ça c'est dans mon challenge Book Trip qui est organisé par la chaîne Living Books. Et en vrai ça m'a fait trop plaisir de lire un Sanderson, de continuer une saga que j'aime, même si je crois que je suis un petit peu moins à fond quand même, je suis un petit peu moins à fond. Et je pense tout simplement que c'est pas le meilleur volume, enfin la meilleure partie de l'histoire. Ça m'a un petit peu moins passionnée que les autres, mais bon. J'adore toujours autant, évidemment. Un autre livre que j'avais mis dans ma palle, donc de la vidéo précédente, que j'ai abandonné, c'est Trust de Hernan Diaz, parce que, écoutez, j'ai pas compris la construction de ce livre. Trust, c'est l'histoire de... comment expliquer ça ? C'est l'histoire d'un homme qui a bâti une fortune immense à New York et qui a quand même réussi à sortir son épingle du jeu malgré les différentes crises et les différents cracks boursiers, etc. Je vais pas rentrer trop dans les détails parce que c'est pas du tout mon domaine. Vraiment pas, genre je comprends rien à tout ça. Déjà, je vous avoue qu'en ce moment, je suis très accaparée, très 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 fatiguée. Et si je suis pas dans un livre que j'arrive à lire à un rythme assez soutenu, malgré toutes ces conditions extérieures, je perds un peu le fil et j'ai pas trop la patience. J'ai aucun chill en ce moment. Il faut que je lise un truc qui m'embarque, sinon je décroche. Et en fait, mon problème avec Trust, c'est que j'ai eu l'impression de lire une scène d'exposition infinie. Je sais pas comment expliquer, mais vous savez, un prologue dans lequel on nous raconte des choses, mais c'est pas vraiment tout à fait le moment où l'histoire démarre véritablement. Et t'es là et t'attends que y ait ce truc qui fait que
ok, l'histoire commence, et puis là il va se passer, je sais pas, une série de péripéties. Je comprenais pas ce que je lisais. Et en fait, toute la première partie, donc j'ai eu l'impression de lire un prologue de je ne sais combien de pages, vu que je lisais sur ma liseuse. Et ensuite, on a cette deuxième partie, je comprenais même pas si on suivait les mêmes gens, d'autres gens, c'était une histoire similaire. Et franchement, j'étais genre, non mais je crois que j'ai la flemme. J'ai regardé un petit peu les avis, et il y a beaucoup de gens qui disent que ça vaut le coup de tenir jusqu'à la fin, parce que la fin est genre grandiose, mais comme je viens de l'expliquer, je n'avais ni le temps, ni la patience, ni l'énergie, et je pense que même si j'avais persévéré encore une centaine de pages, j'aurais fini par lâcher l'affaire quoi qu'il arrive, parce que j'étais pas dans le mood. Donc c'est vraiment pas une non-recommandation, c'est juste que ça n'a pas réussi à m'embarquer du tout. Je trouvais que la narration était assez froide, il y avait une énorme distance avec les personnages. Je suis pas de ces lectrices qui ont besoin de s'attacher forcément aux personnages, mais j'ai besoin de les comprendre. Si t'es une putain de raclure, je veux quand même comprendre. Je vais pas m'identifier, mais je veux comprendre. J'ai besoin de comprendre ce qui motive les gens, ce qui les passionne, ce qui les terrifie, enfin bref, ce qui fait qu'ils sont humains. Et ouais, je sais pas, j'avais l'impression de lire un journal. Un journal, enfin, en mode, c'est journalistique, quoi. Pas un journal des mémoires. Bref, c'était pas une lecture pour moi. Et donc, il nous reste 3 livres. Putain, je suis fière de moi, hein. J'ai speedrun le truc. Je pense qu'on va commencer par mon premier 5 étoiles de l'année. Et là, j'ai besoin d'adresser mes plus plates excuses à Albin Michel Imaginaire, qui m'a fait parvenir ce livre en service de presse en l'an de grâce 2023. Je l'ai reçu dans ma boîte aux lettres en revenant des Philippines. Et je ne sais pas si vous vous souvenez de ce vlog que j'avais filmé, où j'ai eu une panne de lecture énorme en rentrant des Philippines. Et en fait, j'avais commencé ce livre, j'avais lu, je pense, une bonne centaine de pages, parce que là, quand je l'ai recommencé, je me suis dit, putain, mais ça, je m'en souviens, ça, je m'en souviens, ça, je m'en souviens, jusqu'à une bonne centaine de pages. Je me suis perdue dans ma phrase. Oui, je l'avais commencé, et en fait, j'arrivais tellement pas à lire, je sentais qu'il y avait un super potentiel, mais j'arrivais pas. Je n'arrivais pas, donc je l'ai reposé. Et ensuite, ma vie... ma vie a été pas mal chamboulée jusqu'à maintenant, finalement. Et oui. Mais ouais, le pauvre SP a vraiment littéralement... non, il a pas littéralement moisi. Hein. Dans mes cartons, il s'en est très bien sorti. Mais bon, voilà, pour ma défense, j'étais un petit peu au bord du précipice quand j'ai essayé de le lire. Et je suis très contente d'avoir repoussé ma lecture, même si je le lis très tard et 3 ans après sa sortie. Trêve de suspense, vous n'en pouvez plus. Les cartographes de Peng Shepherd. J'ai adoré. Mais je pense qu'en fait, c'est parce que ça faisait très longtemps que j'avais pas lu un aussi bon page-turner. Et justement, un livre auquel je pense quand je ne le lis pas et auquel j'ai envie de retourner constamment. Et je me rends compte que j'adore les thrillers de science-fiction, puisque ici, c'est exactement ce que c'est. Je vous conseille de ne pas lire le résumé, parce que moi, je ne l'ai pas relu avant de me lancer dans ma relecture de ce livre. Et donc, tout ce que j'en savais, c'est ce dont je me souvenais et qui était l'équivalent des 100 premières pages, dans lesquelles il se passe pas non plus 3 milliards de choses, puisque ça se met en route gentiment. Donc, si vous avez envie de le lire, faites-moi confiance. Ne lisez pas la 4e de couverture, parce que je trouve que c'est génial de se lancer dans ce livre sans trop en savoir. Vous avez juste besoin de savoir donc que c'est un thriller de science-fiction. C'est de la science-fiction très légère, donc si vous n'êtes pas lecteur, lectrice de SF, n'ayez pas peur, vous pouvez vraiment y aller. Ça se passe à New York, dans un monde qui est quasiment exactement comme le nôtre. Juste imaginez que Google est devenu quelque chose de tellement énorme et de tellement poussé, de tellement avancé, qu'on a des petites fonctionnalités un peu plus. Mais honnêtement, ça s'arrête là. Et après, il y a quand même une dimension un petit peu étrange, fantastique. Mais ça, je ne vous en dis pas plus.
C'est l'histoire d'une jeune femme qui s'appelle Nell. Elle est cartographe de formation et quand le roman commence, son père qui travaille à la bibliothèque de New York vient de mourir. Elle n'était pas en contact avec son père depuis une dizaine d'années puisqu'il l'avait fait virer. Elle travaillait à l'époque avec lui à la bibliothèque New York Library, là. Bref, je sais plus comment ça s'appelle en français. Bah si, c'est ça, la New York Public Library. Donc elle se retrouve orpheline parce qu'elle a perdu sa mère quand elle était toute petite, et là son père vient de mourir, et étrangement, dans le bureau de son père, elle retrouve une carte, ils sont tous les deux cartographes, elle retrouve la carte qui a été le sujet d'une énorme engueulade 10 années plus tôt, et engueulade qui a suivi son renvoi de la bibliothèque. On ne sait pas ce qu'est cette carte puisque visiblement c'est une carte qui paye pas de mine. C'est une carte tout ce qu'il y a de plus banal, mais elle a quand même un petit truc en plus. Et donc, très vite, on se demande si son père est mort de mort naturelle ou s'il y a anguille sous roche, et finalement quel est le mystère de cette carte qui, de prime abord, n'est pas si mystérieuse, mais qui, quand on cherche un petit peu plus loin, finalement semble être la seule restante de toutes les impressions de ces cartes qui ont été réalisées. Et pourquoi ? Ce que je trouve prodigieux dans les cartographes, c'est que là, pour le coup, l'autrice, elle réussit à maîtriser son rythme à la perfection et elle distille à chaque fois des petits, pas forcément des plot twists, mais en fait, plus je lisais, plus j'en apprenais, plus le mystère à la fois se révélait et s'épaississait, et plus je me disais, mais j'adore ce que je suis en train de dire, j'adore la tournure que prennent ces événements, c'était passionnant. Si vous êtes amoureux de cartes, d'imaginaire, d'imagination, de monde étrange, c'est vraiment un livre qui va vous plaire. Et mais moi, mon rêve, c'est de le voir adapté en mini-série. Et ce qui est génial, c'est que donc on a cette partie qui se passe à New York, globalement de nos jours, mais voilà, avec un petit twist SF. Et puis on a des retour dans le temps où on voit la jeunesse du père de Nell, et là il y a un petit côté un peu Dark Academia parce que ça se passe à l'université, c'est beaucoup de recherche, c'est beaucoup de cartographie, bref, c'était mais vraiment génial, c'était haletant, c'était énigmatique, c'était hyper prenant. Si vous le lisez, je vous conseille de lire, de ne surtout pas manquer les remerciements parce que je trouve que ça donne une dimension encore plus incroyable à cette histoire. Moi, j'ai passé un excellent moment. C'était un bon coup de cœur, hyper divertissant et un coup de cœur que t'as pas envie de lâcher. Et vraiment, ça c'est un truc dont j'ai besoin en ce moment et c'était parfait. Il y a un truc que j'ai vu venir, qui je trouvais un peu facilement devinable, mais ça m'a pas du tout gâché mon plaisir de lecture. Au contraire, je me disais, ok, alors moi j'ai deviné, mais alors quand eux, ils vont capter, j'ai hâte de voir ça. J'ai pas envie de trop en dire, mais si vous le lisez, vous allez comprendre pourquoi ça m'a énormément parlé. Mais voilà, ça... On reste dans le genre de truc qui me plaît. Vraiment, je veux pas trop en révéler, mais totalement ma came. Et merci beaucoup, Albert Michel Imaginaire, pour le service de presse, et désolée de l'avoir lu en 2026. Bon, le moment est venu où je me mets tout le monde de la science-fiction à dos, puisque j'ai été extrêmement déçue par une lecture dont je n'ai tout bonnement jamais vu d'avis négatif. Jamais, au grand jamais, jamais, jamais. Never, nunca. Non mais en plus je suis trop triste. Je suis trop triste. Vous n'êtes pas prêts. S'il vous plaît, hear me out. Si vous voyez cette vidéo et que vous êtes énorme fan de ce livre, expliquez-moi pourquoi. Non, restons sobres. Déjà, j'ai envie de redire merci parce que ce livre, c'est un petit cadeau. Bon, je vais arrêter de faire durer le suspense. C'est Dans la toile du temps de Adrian Tchaïkovski.
Je vous le disais dans ma vidéo précédente, c'est Snodza qui me l'a envoyé parce que j'avais gagné le petit concours de son Ko-fi, mais il y a des mois et des mois. Donc merci encore Snodza. J'avais de toute façon extrêmement hâte de le lire. Je l'avais mis sur une wishlist, hein, le truc n'est pas sorti de nulle part. Tout ça pour dire que moi j'avais énormément envie de le lire, pour moi ça allait être un 5 étoiles. J'étais tellement persuadée d'adorer. Et je suis trop contente donc, que Snodza me l'ait envoyé. Quand je l'ai reçu, j'étais ravie. Et je n'avais qu'une hâte, c'était de me plonger dedans. Mais j'avoue, j'avais un petit peu peur parce qu'il fait quand même 700 pages, le book. Et je me suis dit, va falloir attendre d'être opérationnel. Et finalement, déjà, l'avantage, c'est que ça se lit finalement. Je viens pas de dire finalement, là, j'abuse. Ça se lit très 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 vite, même si c'est un énorme pavé. Après, on dirait pas comme ça que c'est un pavé, mais je vous jure, il fait 700 pages. J'ai été tellement déçue. Mais franchement, je suis surtout déçue d'être déçue, mais je pense que j'ai jamais été aussi déçue d'être déçue d'un livre, tellement j'en attendais. Et je suis passée complètement à côté. Mais pour moi, le problème de ce livre, c'est que le contrat de lecteur... Non mais quand j'ai terminé, j'étais en mode « le contrat de lecteur là que j'ai signé de mon sang, où est-il ?» Le résumé nous dit que la Terre est au plus mal et que les habitants de la Terre ont dû partir dans l'espace pour coloniser un nouveau monde qui avait déjà été terraformé au préalable par une équipe dépêchée à cet effet pour eux. Sauf que quand notre équipage arrive sur cette planète, en tout cas en orbite de cette planète qui a été terraformée il y a des siècles, voire des millénaires, il s'avère que la seule... Non, attendez, c'est pas ça que nous dit le résumé. Là, je suis en train de vous faire le vrai résumé. Le résumé, ça dit que ils vont aller sur cette planète qui a été terraformée, mais que quand ils arrivent, une autre espèce a évolué et a pris possession des lieux, s'est établie, est ici chez elle, et que donc le choc de deux civilisations aussi différentes que possible semble inévitable. Donc moi, je pars du principe qu'un résumé, ça dévoile le premier quart de l'histoire, quoi. Pas plus. Pas plus. Enfin, ça dévoile le concept de base, les prémices, et pas plus. Et mon principal problème, c'est que, en fait, tout ça, ça prend 700 pages. 700 pages. Moi, je me suis dit que que les humains, ils allaient arriver sur la planète et qu'il allait y avoir cette confrontation, ce clash, globalement quand même dans la première moitié du roman, et c'est pas du tout le cas. Si vous comptez le lire et que vous ne voulez être spoilé de rien du tout, je vous invite peut-être à passer, et je vous dirais juste que voilà, je trouve que c'était pas très bien rythmé à mon goût, que ça a été bizarrement agencé tout ça, et qu'en fait faut attendre quand même très longtemps pour en arriver à ce qu'on nous promet. Voilà. Maintenant, pour ceux et celles d'entre vous qui ont envie d'en savoir plus, j'ai eu l'impression de lire un fucking prologue pendant 650 pages. Pour moi, tout ce qui prend 650 pages dans ce livre aurait pu être dit dans un prologue de... Allez, on va être très généreux, faire un énorme prologue, 40 pages. Et tout ce qui ensuite était ultra intéressant a été dit en un chapitre. Tout le roman, c'est finalement cet équipage qui erre dans l'espace, puisque au début, ils vont sur cette planète, la seule survivante de l'expédition qui était là pour terraformer la planète est en mode moi ça fait 2000 ans que je suis seule dans l'espace, j'ai complètement vrillé, vous dégagez tout de suite parce que mon espèce s'est adaptée et en fait je veux pas que vous ruiniez mon expérience, donc vous dégagez tout de suite. Donc notre équipage, il y a petite confrontation, machin, ils sont obligés de repartir dans l'espace, ils errent. Ils vont sur une lune, ils vont sur une autre planète toute pourrie, et puis ils font que de retourner en stase.
pendant des milliers d'années. Et au bout d'un moment, ils sont en mode, bon, bah là, on n'a plus le choix, on va tous crever, donc on va retourner sur la planète où on est allé il y a 3000 ans. Peut-être qu'il n'y aura plus personne, on va être tranquille, ou peut-être que la folle dingue aura changé d'avis et qu'elle va nous laisser nous établir. Voilà. Ce que j'ai pas précisé aussi et que tout le monde sait, et dans la toile du temps, c'est pas anodin, c'est qu'en fait, ce sont des araignées qui ont évolué sur cette planète et qui ont atteint quand même un stade d'intelligence finalement et qui se sont établis vraiment comme une société presque humaine. C'est intéressant, mais j'avoue que les chapitres sur les araignées, j'étais un peu en mode whatever. Parce qu'en fait, encore une fois, un peu comme dans Trust, tout était très distant. Tout était très factuel. J'ai passé 700 pages avec des personnages, que ce soit les araignées ou les humains. Je vous dis, moi je ne sais pas ce qui les motive, hormis chacun faire perdurer leur espèce. J'ai pas trouvé que les personnages étaient assez fouillés pour m'intéresser à leur sort. Et ouais, comme je le dis depuis le début, pour moi c'était un prologue de 700 pages avec des gars qui errent dans l'espace, des mutineries, des machins, des araignées dont tu vois l'évolution sur des milliers d'années, mais pareil, je me dis, mais ça, faites-le en un prologue, et après, montrez-nous comment, finalement, il y a eu cette confrontation, qu'est-ce qui s'est passé, est-ce qu'ils se sont fait la guerre, ils sont pas obligés de se faire la guerre non plus, ça peut aussi bien se passer, enfin, je sais pas. Et alors, vraiment, le pompon, bah, c'est que, donc, dans le dernier chapitre, les humains reviennent de force sur cette planète, que les araignées étaient préparées à leur venue, qu'il y a eu donc guéguerre. Et en fait, dans l'épilogue, tu apprends que là, on est des années et des années plus tard. Finalement, les araignées et les humains sont comme ça, et la chef des araignées et la chef des humains, elles vont toutes les deux dans l'espace pour explorer et potentiellement coloniser d'autres mondes. J'étais genre, mais c'est une blague. C'est une blague. Tout ce qu'on attend de voir et de vivre, ça nous est dit en un épilogue de 10 pages. Alors que pendant 700 pages, on attend. Bah non, c'était pas ça le deal. C'était pas ça le deal. En tout cas, pas pour moi. Oh, tout s'est très bien passé. On va aller explorer l'univers ensemble. Ok. Bon bah, c'est sympa de nous avoir attendus en tout cas. Je l'ai terminé hier, hein, donc c'est encore très 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 à chaud. Peut-être que mon avis n'est pas hyper constructif, mais vraiment j'ai pas compris la construction de ce roman. Ou alors il fallait vraiment pour moi changer le résumé, ou alors il faut se lancer sans avoir lu le résumé. Après je vais quand même aller voir le résumé du tome 2, enfin quoique, si c'est pour me faire arnaquer encore. Non mais je vais voir quand même de quoi ça parle. Pitié, si vous l'avez lu et que vous avez le même ressenti, n'hésitez pas à me le dire parce que je suis aussi seule que les humains dans leur vaisseau là. Maintenant, je vous parle de mon coup de cœur intersidéral. C'est un livre que j'avais emprunté à la bibliothèque et c'est un livre que, quand je l'ai refermé, j'ai voulu relire immédiatement. Et je me suis empressée de l'acheter pour l'avoir parce que je l'ai trouvé tellement beau, tellement... Je crois que ça va être très, très dur de parler de ce livre. C'est un livre qui m'a profondément touchée. J'ai aussi besoin de dire ça, c'est que j'ai l'impression que j'ai besoin de me justifier quand je parle de ce genre de coup de cœur parce que je me dis... Quelqu'un qui lit ça, qui n'a pas la même histoire, qui n'a pas la même vie que moi, ça peut pas lui faire la même chose. Parce que là, c'est un coup de cœur vraiment très intime, très personnel. C'est pas comme quand je vous parlais des cartographes de Pen Shepherd où j'ai adoré parce que j'ai trouvé ça hyper bien mené, très intéressant, haletant, etc. Plein de suspense. Là, c'est vraiment un coup de cœur qui a touché la corde sensible en moi.
Et donc évidemment, c'est comme aussi quand j'ai parlé de petite, ça touche des choses qui relèvent vraiment de la sensibilité. Et du coup, je me dis peut-être que quelqu'un voit mes vidéos, lit le bouquin et se dit ok, vous aurez peut-être pas la même expérience de lecture que moi et c'est normal. On n'est pas les mêmes personnes, on n'a pas la même histoire, on n'a pas la même vie, on n'a pas le même vécu, on n'a pas le même background, ni le même bagage. En tout cas, je ne vous le souhaite pas. Trêve de suspense, encore une fois. Le désir dans la cage d'Alyssa Wens aux éditions Les Avrils. Déjà le titre, Le désir dans la cage. Est-ce qu'il y a plus poétique? Je ne crois pas. Est-ce qu'on peut parler du fait que je l'ai trouvé à moitié prix sur Vinted? Le truc n'a littéralement jamais été ouvert. Et en fait, le code barre, il est barré, donc je pense que la nana qui me l'a vendu, elle l'a reçu en cadeau et elle ne l'a jamais ouvert. Et franchement, ça m'a fait de la peine parce que je me suis dit, meuf, t'as raté un truc. T'as raté un truc. Le désir dans la cage, c'est l'histoire de Mel Bonis, une pianiste, compositrice, interprète, qui a vécu à la fin du 19e siècle. C'est une vraie personne qui a réellement existé et Alyssa Wens a écrit son histoire qu'elle a romancée. L'autrice est elle aussi musicienne, autrice, compositrice et interprète. Et Mel Bonis, comme beaucoup de femmes, a été complètement oubliée dans l'histoire avec un grand H, alors que, en effet, elle a réellement existé et elle a quand même marqué l'histoire de la musique. Tout simplement. On sent que l'autrice, elle est musicienne, elle maîtrise son rythme, elle maîtrise les sons, elle maîtrise les mots, elle maîtrise la sensibilité aussi des mots. T'as l'impression qu'elle joue sa partition. J'ai trouvé ça merveilleusement bien écrit. C'était magnifique. J'ai pas les pages cornées parce que je viens de l'acheter, c'est pas l'exemplaire que j'ai lu. Mais j'avais envie de corner tellement de pages. Mel, donc, va se mettre au piano à un très jeune âge et ses parents vont tout de suite voir qu'elle a vraiment un talent pour cet instrument et venant d'une famille assez modeste, ses parents vont tout faire pour que leur fille ait le meilleur avenir possible. Donc ils vont lui permettre de prendre des cours, d'entrer au conservatoire, chose qui n'est pas non plus évidente à cette époque, mais par contre ça va être la seule liberté qu'elle aura dans sa vie. Ça va être de jouer, de composer. Et au conservatoire, elle rencontre un jeune homme qui est un chanteur et ils vont tomber éperdument amoureux. Ils veulent se marier. Et là, les parents, ils vont être en mode « Non, non, vraiment pas. Parce que toi, tu vas épouser un riche industriel, on a déjà tout arrangé, tu auras une vie à l'abri du besoin, tu seras plus riche que tu peux l'imaginer et qu'on ne l'a jamais été. Et c'est comme ça. Et donc, très tôt dans sa vie, elle va être complètement enfermée dans un mariage dont elle n'a pas voulu. Elle va se marier à un très jeune âge, il me semble qu'elle se marie aux alentours des 20 ans, un homme qui a peut-être 25 ans de plus qu'elle, et elle est obligée de rompre avec l'homme qui sera finalement l'amour de sa vie. Et on va voir comment, en renonçant en fait à cet amour, en renonçant à cette vie qu'elle a voulu et qu'elle aurait pu avoir, peut-être si elle était née à une autre époque, et comment tout ça va influer sur sa créativité, sur son travail en tant qu'artiste, comment ça va la brider en fait dans plein d'aspects de sa vie. Et en fait, on va la suivre de son plus jeune âge jusqu'à la toute fin. Et c'est un livre qui parle de renoncement et en même temps de cette ferveur avec laquelle on refuse ce qui nous est imposé. En fait, vous savez quoi? Peut-être que je devrais juste dire que je vous recommande vivement ce livre si, en ce moment, vous traversez une période compliquée et que peut-être au fond de vous, vous savez bien que vous n'êtes pas à votre place, mais que vous ne savez pas comment prendre
la place qui doit être la vôtre, la place que vous voulez, si vous sentez que votre vie, c'est pas votre vie, et que c'est pas là que vous devez être, et que c'est ailleurs. Il faut lire ce livre. En tout cas, moi, c'est vraiment comme ça que je l'ai pris, et la musique a une énorme place. C'est comme ça que se rencontrent les personnages. C'est aussi le premier amour, finalement, de Mel Bonis, mais c'est aussi, et surtout, un roman sur l'amour, sur la vie, sur les choix qu'on nous impose. Ça dit énormément de choses d'une époque, de la condition des femmes. Ça parle de pouvoir aussi, de qui détient le pouvoir sur nous, sur notre propre vie, et de comment, à une certaine époque, et c'est encore le cas aujourd'hui malheureusement, c'est les hommes qui détiennent le pouvoir sur la vie des femmes et tout ce que ça implique finalement. Voilà, une vie vécue dans le mensonge, une vie vécue dans le renoncement, une vie vécue dans le secret, une vie vécue dans le chagrin. Et vraiment, c'est le chagrin. Le chagrin, c'est ce qui m'est resté. Et en même temps, la beauté, mais le chagrin. J'ai terminé ce livre, j'étais en repos. Je l'ai terminé le matin en prenant mon petit café, en me disant ça va être une belle journée. J'ai pleuré pendant 3 heures, mais j'ai pleuré sans discontinuer pendant 3 heures. J'avais un rendez-vous médical le midi, donc je me suis dit à un moment donné, là il va peut-être falloir se reprendre et prendre sur soi. Donc il fallait que je me nourrisse, tu sais, genre pour pas tourner de l'œil au volant par exemple. Je suis allée faire mon petit déjeuner en pleurant, j'ai mangé mon petit déjeuner en pleurant, je suis allée à mon rendez-vous en pleurant, je suis arrivée avec les yeux rouges, j'avais encore envie de pleurer, mais vraiment j'en pouvais plus. J'étais au bout de ma vie, et encore une fois je le répète, mais là si vous êtes à la croisée des chemins et qu'il y a un choix à faire, faut lire ce livre. C'est un livre qui te dit t'as pas le droit d'avoir peur, et t'as pas le droit de renoncer, et t'as pas le droit de t'abandonner, parce que c'est injuste envers toi-même, et c'est idiot. Mais en fait, je pense que cette histoire, elle peut se résumer à cette phrase. Il te semble que tu as perdu ta vie par politesse. Les gens qui regardent la vidéo en mode « Waouh, t'as inventé l'eau tiède ». Mais moi, je vous jure, ça me tue. Et une dernière, et je vous laisserai là-dessus. Je crois que j'ai tout dit. Faut se dire qu'on suit ces gens sur toute une vie, et qu'arrivé à la fin, tu te demandes finalement qu'est-ce qu'il en reste. Il a pensé à la patience. Il s'est demandé si c'était vraiment une vertu. Lisez Le désir dans la cage. Ne soyez pas patient. Ne soyez pas poli. Ne renoncez pas. Et vivez votre vie. Je connais des gens dont ce livre a changé le cours de l'existence. Voilà, je dis ça, je dis rien. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains de ces livres ou si ils vous tentent. Si vous décidez de lire des livres que je recommande dans mes vidéos, n'hésitez pas à me le dire parce que je suis ravie de le savoir et surtout je suis ravie quand ça vous plaît aussi. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, même si j'ai peut-être dézingué votre livre préféré. Encore une fois, je vous dis à très bientôt pour la prochaine et d'ici là, lisez bien et prenez soin de vous.